activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant pour semer maintenant les graines d'action du tourisme de demain avec des acteurs engagés. Je suis François Huette, pionnier du tourisme positif avec une expérience internationale de direction d'hôtel, mais pas que. Je vous invite à faire une pause dans un endroit confortable et vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je rencontre Corinne Delaunay qui nous partage les origines de son podcast Écoute voyageuse. Elle nous propose un voyage à la fois spirituel et à la rencontre de cultures de ce monde. Corinne, merci d'avoir accepté l'invitation à Expérientiel, le podcast du tourisme de demain. Comment vas-tu ? Merci François, je vais très bien et je te remercie de m'accueillir. Et puis c'est un peu l'arroseur arrosé, donc je suis ravie d'être interviewée par toi. Mais oui, le point que nous avons en commun, c'est que nous sommes tous les deux podcasteurs. Nous sommes aussi, l'autre point commun, c'est que nous sommes tous les deux dans le voyage. Donc je voulais savoir si tu pouvais te présenter. Je ne suis plus dans le voyage. J'ai longtemps travaillé dans le voyage j'ai travaillé pendant plus de 20 ans pour un tour opérateur pour lequel j'étais commerciale, tour opérateur spécialisé plutôt dans l'Amérique latine. Et avant, j'avais un petit peu bossé en agence de voyage. Et il y a plus de 4 ans d'arrière, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour devenir freelance. Freelance, pour moi, c'était freestyle, free life, etc. Et c'est venu d'une envie aussi de partager par écrit, parce que j'ai toujours rêvé d'être journaliste, en fait, depuis mon plus jeune âge, et de voyager. Et j'ai pas osé devenir journaliste, c'est un peu la vie qui m'a amenée sur ces pas. Et du coup, je suis rentrée dans le monde du voyage pour pouvoir voyager. Vraiment, je me suis dit, quitte à pas beaucoup gagner ma vie, autant pouvoir quand même partir avec mon sac à dos et aller découvrir la planète. Chose que j'ai pu réaliser, merci. Je dis merci au monde du voyage, mais c'est vrai qu'il manquait une dimension humaine et il manquait l'écriture et il manquait aussi cette partie journalistique que j'avais bien ancrée au fond de moi. Et j'ai rencontré des amis chiliens, franco-chiliens, qui m'ont aidé à sortir ça, et on a créé ensemble, c'était des journalistes franco-chiliens, on a créé une revue qui s'appelait Franco-Chilenos, où moi je parlais du Chili vu de la France et eux parlaient du Chili vu de Chili. Pourquoi le Chili ? Alors pourquoi le Chili ? Alors c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que ça c'est arrivé dans ma vie, à un moment de ma vie où je m'attendais pas du tout. Moi, je suis une grande amoureuse de la vie, de tout, et j'ai toujours eu des coups de foudre pour les pays que j'ai visités, notamment l'Inde, où je suis allée plus de 6 fois. Ma fille s'appelle Anushka, c'est un prénom indien, A-N-O-U-S-H-K-A. Et j'ai toujours eu besoin d'aller au bout des choses dans les pays, d'aller les rencontrer. Et le Chili, en fait, c'est mon boulot qui m'y a envoyé. Je m'attendais à rien. J'avais même pas forcément envie d'aller. Je sortais d'une période difficile de ma vie, d'un divorce assez rude, et j'étais fatiguée. Je suis allée et ce pays m'a pris en otage. Donc c'est pas un coup de foudre à proprement parler, je dirais c'est plutôt une histoire d'amour qui s'est construite. Mais j'ai adoré les paysages qui sont tellement différents entre le désert d'Atacama, la Patagonie, cette forme pour moi qui est une forme en point d'exclamation, qui est vraiment, on est coincé entre la cordillère des Andes, l'océan Pacifique. Donc l'océan Pacifique, c'est pas un océan qui est pacifique, contrairement à ce qui est dit, c'est plutôt un océan déchaîné. Et puis la cordillère des Andes, qui est une cordillère qui est rude, où il se passe pas grand chose. Il y a de la vie, mais c'est une vie difficile. Et moi, j'ai toujours une espèce de fascination pour la montagne. C'est pas un élément où je me sens bien. Et en traversant cette cordillère en avion, parce qu'on nous prépare, quand on est dans un vol qui fait quand même plus de 14 heures, on nous prépare à 2 heures avant l'arrivée à Santiago d'accrocher nos ceintures, parce qu'on va survoler ces montagnes et que ça va faire beaucoup d'appels d'air et beaucoup de turbulences. Et du coup, j'ai été fascinée en voyant ce monde justement minéral en bas, qui était à plus de 10 000 mètres. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, déjà un peu magique dans ma vie. Et
Et voilà, j'ai découvert la Patagonie lors de ce premier voyage. J'ai rencontré des Chiliens, c'est devenu des amis. J'ai vécu une histoire d'amour aussi, donc c'est peut-être ça qui a aidé aussi. Une belle histoire et cette personne m'a fait rencontrer plein d'autres personnes et ça m'a aidé voilà, à m'épanouir dans ce que j'avais envie de sortir au fond de moi. Il faut savoir que je m'appelle souvent que je suis une late bloomer. Je fleuris sur le tard parce que je suis pas toute jeune. Mes rêves, ils s'étendent au fil des ans et à un moment donné, ça fleurit. On ne sait pas comment. Et donc, ça m'a permis voilà, de m'affirmer en tant que journaliste et de me lancer à mon compte donc en 2016. Et le podcast, j'avais déjà une idée à cette époque-là de faire un podcast, mais je n'osais pas. C'est toujours un peu ça. Je prends du temps. Je crois qu'il faut que je m'associe avec des gens, enfin, etc. Et au final, j'en ai lancé un pendant le premier confinement avec une association. Et puis, je me suis dit, mais ce travail que tu fais, tu peux le faire toute seule. Et j'ai décidé d'appeler Écoute Voyageuse parce que malgré, on va dire, ma difficulté à assumer le monde du tourisme sur la fin de mes années de tourisme, parce que ça me plaisait ça me plaisait pas en fait ce que c'était devenu. Et j'ai eu envie d'appeler Écoute Voyageuse parce qu'en fait, le voyage a toujours fait partie de ma vie. Je suis née dans un port qui s'appelle Le Havre et mes grands-parents, toute ma lignée paternelle était dans la marine marchande. Donc, j'avais déjà des images ancrées des Antilles notamment, où mon grand-père ramenait des régimes de bananes, du rhum, etc. Donc, il y avait quand même une culture de voyage dans ma famille. Un de mes cousins aussi qui est ethnologue, qui est passionné par l'Afrique, qui a à peu près une dizaine d'années plus que moi, mais qui ramenait tout ça. Et ça m'a nourrie. Donc, le voyage, voilà, fait partie de ma vie. J'ai eu envie d'appeler mon podcast Écoute Voyageuse et de parler du voyage, mais à la fois du voyage intérieur, parce que pour moi, le voyage, il se fait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, quoi. Le voyage spirituel et le voyage tout. J'en ai écouté quelques-uns. Voyage au cœur de la spiritualité Maasai, je trouve ça fascinant. En plus, cet épisode est fascinant. Les chants unis des gardiens de la Terre. Comment tu trouves tes sujets? Comment tu pars à la rencontre ou comment tu explores en te disant tiens, je vais peut-être interviewer cette personne, etc. Comment ça se passe la démarche? Ma démarche, c'est vraiment toute ma vie, c'est un peu au feeling, je dirais. C'est vrai que ça a toujours été ça. En fait, je suis mon instinct. Tout d'un coup, je vais entendre parler d'un truc, un déclic dans ma tête. C'est vraiment comme ça que je le vis. Et je vais rentrer en contact avec la personne auquel j'ai eu le déclic, et puis avec laquelle j'ai eu le déclic, ou la sensation qu'il pourrait se passer quelque chose. Et si elle me répond oui, je prends. En fait, je suis vraiment le flow, comme on dit, le flux de la vie. Et je me laisse aspirer. Et puis, je suis vraiment quelqu'un j'ai une grande curiosité en moi. Et c'est vrai, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Donc, dans le podcast, je mets ce qui me plaît. Et Raíces de la Tierra, enfin, le chant uni des gardiens de la terre, j'étais partie en reportage au Chili, il y a 4 ans en arrière, où j'avais fait une rencontre des Amérindiens du nord et du sud d'Amérique, donc du continent nord-américain. Donc il y avait des Lakota, on avait aussi des Aymara, des Huichols, étaient présents aussi les Kogi, enfin pas tout à fait les Kogi, mais ceux à côté, enfin de Colombie, de la Sierra Madre, les Mapuches bien sûr, puisque c'était les hôtes de cette terre. Et j'ai vécu pendant 4 jours des moments très forts où il y avait vraiment un échange entre tous ces gardiens de la terre du nord et du sud, cette fameuse légende de l'aigle et du condor, et cette rencontre de gens qui parlaient de la terre, mais en des termes de vraiment alarmistes, mais en même temps d'amour, où il fallait se réunir tous les peuples. Et il y avait des chants tous les matins, tous les après-midi colorés. 5000 personnes étaient présentes. Donc sur un grand terrain de camping avec des séquoias géants. Des séquoias, c'est peut-être une bêtise, des grands arbres, c'était magnifique. Et j'avais envie de le relater en fait par écrit. Donc à l'époque, j'étais partie avec un ami photographe dont j'ai fait une interview là cette semaine, qui s'appelle Éric Facon. Et on n'a jamais réussi à le vendre. Pourtant, lui, il a travaillé pour National Geographic, pour Libération. Mais on n'a pas réussi à passer, c'était il y a plus de 4 ans en arrière.
Et là, je me suis dit, c'est dommage parce que moi, j'ai envie quand même d'en parler. Et j'avais pris du son déjà à l'époque, mais je savais pas trop quoi en faire. Donc, je me dis que je vais faire un reportage. Donc, je suis en train d'essayer de construire un reportage où il y a des mélanges des chants et puis des personnes qui parlent aussi des Amérindiens, de ces gardiens de la terre. Bien sûr, je suis d'origine judéo-chrétienne, mais c'est pas ça l'important. C'est que depuis toute petite, j'ai une conscience de la finitude du monde et puis, enfin, surtout de la mort. Je me posais beaucoup de questions depuis que j'ai eu une conscience. Ça m'a beaucoup aussi angoissée et j'ai toujours été attirée par toutes, on va dire, les religions, ou pas les religions, mais les actes sacrés. Donc l'Égypte, par exemple, me passionnait. Et j'ai découvert l'Égypte quand j'étais adolescente, dans un voyage pour des adolescents, où on est parti. Ça m'a beaucoup apaisée. Les pyramides, je ne sais pas pourquoi, je me sentais apaisée. Le Nil aussi, c'est d'être sur des felouks sur le Nil. Le fait qu'il y ait ce désert. Moi, j'aime beaucoup les paysages de désert et puis ces oasis au milieu. Donc j'ai adoré ça. Et après, j'avais soif de découvrir aussi. Grâce à mon cousin, j'avais une soif de découvrir l'Afrique et les animistes et tout ce qui se passait. Donc, j'ai toujours été en contact avec, on va dire, avec cette recherche spirituelle, un lien fort avec la nature, malgré que je vive dans un appartement et dans une petite ville. Et du coup, ce que j'en ai gardé, c'est toujours. Je pense que on est libre de choisir sa vie. On est libre de changer le monde aussi. Enfin, changer le monde, c'est un bien grand mot, mais soit avec ce qu'on a avec soi-même. Et j'essaye toujours de garder le côté positif des choses et ces cultures amérindiennes qui reviennent à la terre, qui nous ramènent toujours à l'essentiel, ça me fait vibrer, quoi. Ça me donne une philosophie de vie et une conduite à suivre. On parle souvent dans la spiritualité de l'Inde, etc., mais toi, tu as un épisode sur les Maasai. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller au Kenya et d'avoir une expérience avec mes parents et mon épouse et avec les Maasai. Et ça a été une rencontre émouvante, touchante et spirituelle. Alors qu'on ne parlait pas du tout la même langue, il y a eu cette connexion très forte où ces gens sont d'une beauté incroyable, d'une intelligence et d'une gentillesse incroyable aussi. Tu peux nous en parler un peu? Alors moi, malheureusement, je ne suis jamais allée en Afrique noire. J'ai mis les pieds en Afrique que par l'Égypte. J'ai rencontré les Maasai par Alexandra Dugast, puisque ça a été la première personne que j'ai interviewée, enfin une des premières personnes que j'ai interviewées pour mon podcast. Et c'est pareil, cette nana, c'est au feeling en fait. Je sais pas, j'ai dû croiser son portrait dans Facebook et du coup j'ai contacté parce que j'étais intéressée par le fait qu'elle change complètement de vie du jour au lendemain et qu'elle aille habiter justement dans la forêt sacrée des Maasai. Et suite à ça, suite à son témoignage à elle, il y a Xavier Perron qui est un des spécialistes de la spiritualité Maasai en France que j'ai contacté également et avec qui on a fait une belle émission. Maintenant, je dirais que pour moi, c'est vraiment toutes ces spiritualités-là, l'Inde aussi, puisque l'Inde, moi, j'ai fait du Vipassana dans mon deuxième voyage en Inde parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi les Indiens avaient cette espèce de lâcher prise. Donc, je me suis dit, vas-y, tu vas au cœur du poulet, quoi. Tu vas carrément faire un stage de Vipassana à Dharamsala avec que des Indiens dans la montagne pendant la mousson. Et voilà, mais en fait, c'est la même chose. J'ai mon ami photographe qui disait qu'on était tous reliés, mais comme des étoiles, mais c'est vrai dans le ciel. Enfin, on a l'impression qu'on n'est pas reliés, mais c'est pas des religions, mais toutes ces façons de voir le monde. Voilà, les Maasai, comme tu dis, et c'est ce que j'ai ressenti au travers des paroles d'Alexandra et de Xavier Perron. Même sans parler la même langue, sans avoir du tout la même vie, il y a cet amour qui passe. Cet amour fraternel. Alors on va peut-être me juger bien naïve et tout ça, mais en même temps c'est exactement ce qu'on peut ressentir quand on rencontre des gens même qui s'intéressent à vous ou auxquels vous vous intéressez, même dans la rue, même en France. Et est-ce que tu penses que cette spiritualité aujourd'hui peut nous permettre de vivre mieux cette situation qu'on vit actuellement?
pour ma part, oui, mais je ferai pas de prosélytisme parce que pour moi, je dis toujours tous les chemins mènent à Rome. Donc après, on va la chercher. Il y a des gens qui vont se mettre dans la religion orthodoxe, catholique orthodoxe, d'autres qui vont passer par des religions d'État qui t'indiquent un peu le chemin. Moi, c'est vraiment un lien avec la nature, un lien avec le sacré. Après, je sais pas, je peux pas dire si Dieu existe et tout ça, mais je sens qu'il y a de l'amour, en tout cas. Enfin, moi, quand je me relie à la nature, quand je suis face à un paysage, je ressens de l'amour. Si vraiment on fait le silence en soi et qu'on se laisse porter, il y a quelque chose qui vous envahit. Et comme je dis toujours, ça fait même comme si c'était un orgasme. Enfin, là, j'exagère peut-être, c'est mon côté un peu passionné, mais on ressent une énergie. Il y en a qui vont aimer, hein. Oui. Non, bon, on va pas aller sur ce point-là, mais quelque part, oui, il y a une énergie qui envahit et c'est une énergie vraiment d'amour, quoi. Qu'est-ce que ce podcast t'a apporté? Alors j'adore l'écrit. L'écrit, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'écris tous les jours. J'ai un journal intime depuis toujours, donc je suis une diariste. Mes émotions passent par là, mais je sentais qu'il fallait que ça sorte de la gorge. J'adore la voix, les émotions que procure la voix, le fait que ça soit les paroles des gens, parce que c'est vrai que même quand on va transposer par écrit le témoignage d'une personne, il y aura toujours notre filtre, même si on les oriente dans un podcast et tout ça, mais c'est quand même ce qu'ils vont ressentir eux et ce qu'on va ressentir leur présence. Donc ce podcast, il m'aide à m'épanouir moi personnellement parce que j'ai trouvé ma voie, entre guillemets, et aussi parce que je peux mettre en valeur toutes ces personnes-là. Et c'est surtout mettre les personnes en valeur qui m'intéressent et toutes ces rencontres avec des gens fabuleux, quoi. Donc j'adore. Ce qui me frustre énormément, c'est de le faire comme nous, là, à l'heure actuelle, par écran interposé. J'ai envie maintenant qu'on se voit plus, qu'on se rencontre, même s'il y aura un micro, ça c'est hyper important, qu'on y arrive à nouveau à ça. Mais voilà, c'est vraiment de partager mes coups de cœur et de donner la parole à plein de gens différents, mais tous reliés par la dimension voyage, que ce soit voyage au cœur de soi ou voyage à l'extérieur. Tu as des projets par rapport à ton podcast, des interviews qui vont venir et que tu as envie de partager avec nous? Ah ouais, j'en ai plein là. J'en ai plein sous le coude là en ce moment. Là, je vais avoir des amis de Fabrice Pavlak. J'ai adoré Fabrice Pavlak, qui est un des cofondateurs de Together et Terra Group. C'est vraiment une belle rencontre au mois d'octobre que j'ai fait entre Fabrice et Thomas Loubert. Mais j'ai interviewé Fabrice Pavlak, donc il y a sa femme que j'ai interviewée parce que c'est une femme qui a une vie, qui était dans l'humanitaire et qui a une vie maintenant de mère, d'épouse très riche, très féconde. Donc j'avais envie qu'elle nous parle justement de ses voyages, de ce que ça lui avait apporté, de sa vie avec Fabrice aussi à l'étranger, et puis sa vie maintenant de mère et d'épouse. J'ai aussi quelqu'un que j'ai interviewé hier, aussi un ami de Fabrice, qui s'appelle Jean-Claude Razel, génial, un mec qui vit au Brésil depuis 20 ans et qui a fait du tourisme d'aventure, et on parle de sa vie au Brésil, de son rapport à la montagne, parce que cette espèce de peur, fascination de montagne, je me rends compte que là, je rencontre que des gens qui sont dans le milieu de la montagne, à Chamonix, il y a Chamonix plutôt, tout ça, donc c'est assez intéressant, moi, que j'aille me confronter à ça par la voix. Et donc il y a lui, il y a aussi Christophe Rella, qui est un réalisateur de films de montagne, d'aventure. J'ai aussi interviewé Cédric Gras, qui est un écrivain voyageur, qui parle de la Sibérie et de sa fascination pour l'URSS, parce que moi pareil, l'URSS c'est pas du tout, enfin l'ex-URSS plutôt, c'est pas du tout un pays qui m'aurait attiré, on va dire entre guillemets, hormis oui, on a toujours envie d'aller voir Saint-Pétersbourg et ses bâtiments, et je trouve ça fascinant que quelqu'un soit fasciné par des cultures comme ça, donc c'était très chouette. Après ouais, j'en ai pas mal là qui sont en cours de montage, donc voilà, ça suit sa route, mais c'est vraiment, voilà, il va peut-être y avoir des passages où on va plus parler de montagne, d'escalade, d'aventure, et puis après il y aura peut-être des passages où ce sera plus du spirituel. J'aime bien alterner, c'est vraiment en fonction de mes rencontres. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais interviewer et que tu ne l'as pas encore fait et tu dis, lui, j'aimerais vraiment pouvoir échanger avec lui parce que c'est quelqu'un qui t'inspire?
Alors, c'est toujours par rapport à mes, pas mes lubies, mais du moment. Il y a une femme que je trouve hyper inspirante qui s'appelle Fabienne Verdier, qui a notamment fait une exposition il y a, je crois, 2 ans à Aix-en-Provence sur la Sainte-Victoire et sur Cézanne. Enfin, pas sur Cézanne, mais en fait, c'est une femme qui a vécu en Chine et qui a appris auprès d'un maître chinois la calligraphie pendant plus de 10 ans. Elle est restée auprès de ce maître entre ses 20 et 30 ans, mais vraiment sous forme d'ascèse, quoi. Elle était avec ce maître, elle a fait pendant 10 ans des traits verticaux comme ça. Et, et maintenant, elle traduit tout en traits, comme en calligraphie, tout ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. Et j'ai entendu une émission fabuleuse qui s'appelle Awanu sur France Culture, qui était en 5 épisodes sur elle. Et moi, j'aimerais qu'elle l'interviewer parce qu'elle me fascine. Et je l'avais aperçue quand j'ai été voir son exposition à l'hôtel. C'est pas l'hôtel, oui, c'est à l'hôtel Comment à. Je veux pas dire de bêtises, non, c'est peut-être pas l'hôtel Comment. Quand j'avais vu son exposition, en tout cas à Aix, je l'ai aperçue dans les dédales des couloirs. Et elle avait l'air tellement, comment dire, zen, alignée avec elle dégageait une lumière intense que, oui, j'aimerais bien l'interviewer. Mais j'ai peut-être quelqu'un d'autre qui est aussi une peintre qui peint, qui dit qu'elle est reliée à la source et qui peint des choses fabuleuses par l'intermédiaire de Jean-Claude Razel. Donc on va voir si cette femme qui a 89 ans accepte de me parler. Ça serait génial. Voilà, ça, en ce moment j'ai ça. Puis après, comme tu vois bien, je suis un peu passionnée par plein de choses. Après, voilà, c'est vraiment mes rencontres et c'est pas forcément des gens connus parce que il y a tellement de richesse dans chaque être humain. C'est chouette de pouvoir faire ressortir ça, quoi. Et puis j'ai d'autres choses aussi. Je suis allée faire des interviews, mais aussi j'ai pris du son cet été dans ma région, là où j'habite, sur la Côte Bleue. Et j'aimerais bien, enfin, j'ai l'idée de faire des cartes postales sonores, quoi, auditives, où va y avoir des bouts de ma région, enfin, de la région ou des endroits que je vais traverser, qui peuvent donner aussi envie d'aller visiter. Pas des guides audio, on n'est pas sur du guide, on est plutôt sur des cartes postales. Alors, tu peux nous expliquer un peu plus ces prises de son et comment ça fonctionnerait? En fait, après, il faut le monter, hein, mais ça serait un texte qui explique où on est. Mais bon, si je peux le faire un peu poétique, ça serait cool. Mais bon, après, il n'y a pas toujours l'inspiration, mais au moins pour expliquer la région avec des interviews de personnes justement un peu emblématiques du coin, et puis des prises de son, les cigales, l'été. Notamment, je pense à une calanque où je suis allée, on entend les enfants sauter dans l'eau. Donc je voudrais mixer tout ça et faire des petites cartes postales sonores de coins de la région. En fait. Donc j'ai pas envie de faire que de l'interview, j'ai envie aussi qu'il y ait des reportages, des choses comme ça. Intéressant. Dis-moi, dès qu'on peut voyager à nouveau, normalement, ton envie serait d'aller où? Oh là là, j'en ai plein. Alors c'est vrai que j'ai quand même une forte tendance à vouloir aller encore en Amérique latine parce que c'est un continent que j'adore. Donc, en Amérique latine, alors moi je suis quand même assez redondante, c'est-à-dire que j'aime bien aller plusieurs fois dans les mêmes pays. Je suis allée plein de fois au Mexique, mais c'est un pays que j'adore et que je voudrais retourner. J'ai vraiment des coins, le lac Atitlan, le lac Titicaca. Après, je voudrais aller voir le Popocatépetl au Mexique. Voilà, j'ai plutôt des endroits où je voudrais me poser quelques jours et aller voir ce qui se passe. Après, j'ai aussi envie d'Hawaï, j'ai aussi envie d'Afrique, puisque j'ai jamais mis les pieds en Afrique noire. Et ça, je me dis qu'un jour, il va falloir quand même que j'y aille. Alors, je sais que j'ai des amis, enfin des copains qui sont sur le Sénégal, donc j'aimerais bien les revoir un jour. La Bolivie, voilà. Voilà, la Bolivie aussi, c'est une de mes targets parce que voilà, c'est entouré de montagnes, il n'y a plus la mer puisque ça a été volé par les Chiliens entre guillemets. Donc c'est assez intéressant d'aller voir aussi les Indiens, ouais, de prendre le temps de voyager mais avec un but et du sens. J'en parlais avec Jean-Claude Razel, enfin surtout Jean-Claude Razel qu'on parlait hier, et je n'ai plus envie de voyager comme ça pour je l'ai eu fait, hein, d'aller
aller pour me reposer, on va dire. Mais depuis plusieurs années, je cherche du sens et ça serait vraiment pour rencontrer des gens, faire des émissions et partager mes expériences. Alors, si on parle de sens, si on parle de sens, dans tes plus beaux rêves où tout est possible, tu es assis au bord du lac Titicaca et dans 10 ans, t'aimerais que ton podcast il soit où et qu'il fasse quoi? À quoi il ressemblerait ton podcast dans 10 ans? En fait, je sais pas comment te dire, c'est pas une ambition démesurée que j'ai. Moi, ce que je veux, c'est avoir les moyens de ma liberté et vivre de ce que j'aime. Donc, je voudrais pouvoir vivre de mon podcast, d'autres podcasts. Enfin, je voudrais pouvoir en vivre et partager ça. Et après, où il en serait, je sais pas, parce qu'il faut. J'ai quand même une croyance que les choses vivent aussi par elles-mêmes, qu'il faut les laisser vivre. On leur insuffle une énergie, mais après, ça se déploie tout seul. Donc là, je le laisse suivre son chemin, même si c'est moi, on va dire, un peu la guide. Mais vraiment, c'est de vivre, d'avoir vraiment les moyens de ma liberté. Ça, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'échapper au CDI, de laisser tomber justement un boulot classique, parce que j'ai envie d'avoir les moyens de ma liberté, de pouvoir me laisser créer, même si je suis pas une grande créatrice, mais à mon rythme, de rencontrer des gens, d'être dans ces espaces de liberté. Bien sûr, on va toujours me dire c'est une fausse liberté parce que on doit toujours rendre des comptes à des choses, mais à des gens, au fisc, à l'État, aux impôts, mais quelque part avoir ça. Et d'ailleurs, là, en face de moi, je fais un tableau de visualisation tous les ans où je mets ce que j'ai envie de faire pour mon année. Ça, c'est un travail intéressant à faire. Je recommande à tout le monde. C'est que tu découpes dans des magazines des images et des mots. Bon, moi, il y a beaucoup de mots parce que c'est ce qui me fait vibrer. Et j'ai mis libre et vivre avec un point d'exclamation, donc qui apparaît. Donc c'est vraiment ça. Et comment as-tu trouvé comment as-tu pu être cohérente avec qui tu es et trouver ce sens ou donner du sens à ta vie? Alors, je dirais que c'est en perpétuelle évolution, ça c'est clair. Et comment j'ai trouvé ce sens, c'était au fond de moi depuis toujours, mais je n'osais pas. Il y a beaucoup de... J'avais pas assez confiance en moi, il y avait aussi beaucoup de choses qui faisaient que j'osais pas, j'avais aussi peur de pas m'en sortir financièrement, parce que voilà, je suis avec ma fille, donc c'est pas toujours évident de tout assumer sur ses épaules. Mais je dirais que c'est en m'écoutant, quoi, en faisant attention à mon intuition, en étant vraiment reliée à mon intuition, et quel que soit ce que je peux me dire moi, parce que bon, bien sûr, on est tous plusieurs dans nos têtes, hein, alors il y a toujours la petite voix qui dit ouais, qu'est-ce que tu fais n'importe quoi, mais d'aller toujours vers ce qui me fait vibrer, et en fait, je vais dire, tout le monde le dit, mais c'est vrai, d'aller vers ce qui te met en joie. Et aujourd'hui, tu es en joie? Oui. Alors, il y a eu des moments difficiles parce que j'ai quand même fait un burn-out. Il y a quand même eu des choses qui se sont produites dans ma vie qui ont fait que, il a fallu que j'escalade mes montagnes aussi, mes Everest, comme je dis. Mais oui, je suis apaisée parce que, alors en joie, le bonheur, tout est relatif, hein. C'est toujours pareil. Je pense que on dit toujours, on peut pas avoir le bonheur sans avoir goûté un peu de malheur et inversement. Et donc, mais je suis en paix avec ce que je suis et je sais que ce que je fais, ça me plaît, quoi. Donc, ça, c'est le principal, quoi. Mais mon chemin, il n'est pas tout tracé. Vraiment, je me laisse guider. Je suis un peu comme une feuille au vent. Et ok, je vais par là, on va voir ce que ça va m'apporter. Et j'aime bien vivre comme ça, en fait. Je suis curieuse même de savoir ce qui va se passer là, parce que avec la pandémie, avec ce qui se passe, il y a une grosse partie de moi qui est, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais qui est quand même contente que ce soit un peu le bordel, parce que je me dis du bordel, il y a toujours des choses qui vont naître, qui vont être chouettes, voilà. De ce bordel, qu'est-ce qui est ressorti auquel tu t'y attendais pas de ton côté? Déjà, j'ai fait le tri dans ce que... Parce que quand on devient freelance, on se remet à accepter un peu tout et n'importe quoi pour gagner sa vie. Et je me suis rendu compte que j'allais vers des fausses pistes. C'était pas bien pour moi, donc déjà ça m'a permis effectivement, comme avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau, quelque part tant mieux.
Et ça m'a permis de me retrouver et de me faire confiance et d'oser me lancer vraiment, parce que j'aurais pas eu le temps si j'étais partie dans la lignée de ce que j'étais les dernières années. Je faisais que bosser. Je bossais 7 jours sur 7 et j'avais plus de temps. J'en aurais pas eu le temps de créer le podcast ou le précédent si j'avais continué dans cette lancée-là. Donc j'ai arrêté la course à tout prix pour vivre, enfin survivre, on va dire, mais c'était pas la bonne solution. Donc ça m'a permis vraiment de me poser et puis voilà, de me dire qu'effectivement, bon, comme on dit toujours, les Chinois disent toujours que la crise, ça peut être positif ou négatif, mais d'être plus dans l'écoute de soi et d'avancer comme ça, quoi, pas à pas. Alors c'est pour ça que je te dis, je peux pas dire ce que ça sera dans 10 ans mon podcast, parce qu'aussi bien, j'en aurais déjà créé 3 autres. Écoute voyageuse sera passée à autre chose, aura grandi ou je sais pas. Je me laisse faire ce qui sera le mieux, quoi. Donc t'es dans le présent, quoi. Ouais. Alors, j'aimerais bien être dans le présent mais non, j'ai quand même j'ai beaucoup d'imagination et j'aime bien partir vers un ailleurs meilleur quand des fois la vie m'ennuie parce que faut payer ses factures et tout. Donc non, je suis pas encore dans le présent. J'aimerais y être. Alors, c'est vrai que je fais de la méditation, mais bon, je suis pas non plus une pro de la méditation. Je vais marcher tous les jours au bord de la mer, puisque j'habite au bord de la mer. Donc ça m'aide à m'ancrer. Mais après, il y a encore du boulot. Ça va être toute une vie, je pense, avant que je sois vraiment dans le présent. J'ai toujours dit que d'avoir des rêves, c'était une façon d'être toujours en vie. Quels que soient les âges, ça nous permettait de continuer à imaginer, à faire des choses qui nous animent, dans lesquelles on se sent vraiment, comme tu disais, vivant, tu vois, et libre de pouvoir les faire. On a de la chance, on peut les faire. Il faut oser. Je trouve que ça, c'est important. Et aller au bout de ses rêves, tu sais, cette fameuse chanson de Jean-Jacques Goldman, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est important. C'est important d'aller au bout de ses rêves. Donc, et j'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils se disent, tiens, oui, c'est peut-être le moment, cette pandémie, d'aller justement au bout de ses rêves. Parce que demain, on ne sait pas de quoi est fait. Donc, autant en profiter aujourd'hui, quoi. Ce que je veux leur dire, c'est que c'est possible. Voilà, c'est possible et il faut vraiment dépasser nos croyances limitantes. Jean-Claude Razel hier me disait dans l'interview qui va passer dans plusieurs semaines que on était enfermés dans plein de croyances, et il a complètement raison, quoi. En fait, dans une matrice, on va dire, qui nous dirige vers une vie. Non, lâchez ça. Il y a toujours des choses qui arrivent. En fait, la vie, elle vient toujours vous rattraper. Alors peut-être c'est mon optimisme ou ma croyance en quelque chose, mais il y a toujours un truc qui vous rattrape derrière, quand même. Donc, si vous avez vraiment au fond de vous l'envie de vous lancer, lancez-vous. De toute façon, au point où on en est, là, on n'a rien à perdre. Donc, Ouais. Et puis, tu sais, ce que tu dis est tout à fait vrai. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le vivre. Donc, mon plus jeune fils, aujourd'hui, va avoir 13 ans. Mais à l'âge j'étais, quand il est né, j'étais vice-président dans une chaîne hôtelière en Thaïlande. Et j'étais un carriériste corporate pure souche. Je me voyais CEO d'une société ou quoi que ce soit. Et en réalité, j'étais déconnecté de qui je suis vraiment. Et mon fils, à l'âge de 3 semaines, a fait 2 arrêts cardiaques. Un virus a attaqué son cœur. Et j'en suis extrêmement reconnaissant parce que, comment dire, il a justement bouleversé toutes ces croyances que je pouvais avoir avant. Moi, je pensais, pour te donner une idée, que je comprenais pas que on parle d'amour d'un enfant de 3 semaines. En tant que père, moi, c'était quelque chose que je ne percevais pas. Et je dois avouer que le jour où mon fils a fait l'arrêt cardiaque, le premier arrêt cardiaque, j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur et que j'étais en vie et qu'on m'arrachait le cœur. C'était quelque chose de tellement douloureux. Et je dois avouer que j'en suis extrêmement reconnaissant parce que mon fils m'a remis les pieds sur terre et m'a reconnecté à qui je souhaitais être à l'époque. Et aujourd'hui, je suis qui je veux être. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que la vie, par moments, nous envoie des messages extrêmement forts. Et c'est à nous de pouvoir les comprendre, les accepter, les accueillir. C'est pas toujours évident.
Et j'ai remarqué que plus elle nous envoyait des messages et moins on les écoutait, plus le message devenait de plus en plus fort. Et je crois que là, j'ai bien reçu le message et ça m'a permis de changer de vie. Donc, 4 ans plus tard, j'arrêtais ma carrière d'hôtelier pour justement revenir en France après 25 ans à l'étranger. Et puis, me lancer dans ma petite aventure. Et aujourd'hui, c'est vrai que je gagne beaucoup moins d'argent, mais je suis tellement plus riche humainement que ça n'a pas de valeur, quoi. Et ça m'aide à vivre cette période qu'on vit de pandémie dans des conditions plus sereines d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le yo-yo émotionnel. Il est là, il est présent. Il y a des moments, il y a des gros stress, mais il y a aussi beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie encore. Donc c'est important, c'est important. Écoute, je vais te poser une dernière question. Pourquoi on devrait aller écouter ton podcast Écoute Voyageuse? On vient chercher quoi? Ah là, c'est compliqué, c'est super dur. T'aurais dû me prévenir, j'aurais fait une dissertation avec. Pourquoi pour toutes ces personnes justement que j'interviewe, parce que elles sont toutes super, plus super les unes que les autres. Vraiment, il y a une belle relation qui se crée à chaque fois entre ces personnes et moi, mais c'est pas que pour ce lien qui se crée entre elles et moi, mais c'est surtout pour ce qu'elles dégagent, qu'elles ont à dire. Et il y a toujours un message d'espoir, même dans la pire des situations. Et puis cette envie de découvrir le monde au travers des yeux différents des nôtres. Donc ça, je crois que c'est intéressant d'écouter ça, voilà, d'écouter ce monde à travers l'autre. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi. Bah écoute, c'est bien sympa, en fait. C'est pas toujours facile d'être interviewé, hein? Non, bah surtout quand il y a des questions pièges, surtout les dernières questions, quoi. Où là, tu peux pas faire du marketing. C'était pas des questions pièges. Tu peux pas faire du marketing. Vite, je sors mon ADN. Voilà. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Corinne. À bientôt. Bonne continuation au podcast Écoute Voyageuse. Impatient de découvrir ces prochains épisodes. Et puis, d'écouter, j'espère pour toi, cette femme de 84 ans qui a l'air d'être une vraie source, 89 ans, qui a l'air d'être une véritable source d'inspiration. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts. Si elle veut. Je l'oblige en rien. J'oblige en rien. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Au revoir. Au revoir. Voilà la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant pour suivre tous les épisodes à venir. Et si vous avez juste encore un petit peu de temps, donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. Le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit, ensemble, guidés par le sens et l'expérience en lien avec nos territoires. Alors je vous dis à très bientôt.